en direct à LCN. Alors, encore une autre journée mouvementée sur le fond des négociations. Il y a eu hier donc une nouvelle offre salariale du gouvernement. Point de presse du Front commun ce matin. Québec qui se dit déjà ouvert à bonifier son offre. Alors, nos analystes sont là, on a besoin de leur lumière et ils sont deux ce soir. Emmanuel et Mario, bonsoir. 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 Alors, on n'est pas dans la notion d'offre finale encore, hein, mais tout en passant ces messages sur la rigidité des syndicats, Québec se montre ouvert à un autre effort sur le salarial. Même les syndicats disent qu'ils ne comprennent pas trop la stratégie. Est-ce qu'il est là l'os, la fameuse flexibilité, Emmanuel? Ben oui, très clairement. Je pense que quiconque suit dans la minutie ce conflit-là depuis ses tout débuts, là, comme Mario et moi, on n'est pas surpris d'entendre M. Legault dire de manière assez carrée aujourd'hui, là, c'est pas vrai que c'est les syndicats qui vont gérer le réseau. Elle est là, la ligne rouge dans l'esprit du gouvernement. Et au point où il en est, M. Legault, il est impopulaire, ça va mal. Il se dit, ben tant qu'à y être, je vais aller jusqu'au bout. Il n'est pas question de signer puis de rajouter des milliards si j'obtiens pas cette flexibilité que je réclame. Je pense qu'en voulant dire qu'il restait de la marge, c'est une façon de dire au syndicat qui est prêt à acheter ces changements-là. Mais en même temps, est-ce que ça ne fait pas monter les enchères? C'est un peu ça la question. Ouais. Et chacun, Mario, tient compte de l'inflation à sa manière. Hein? Il y a un calcul de 2022 ou pas, selon à qui on parle. Bon, les syndicats qui disent qu'on n'accepte rien en bas de 18 % Mme Picard qui dit que ce serait même un drame d'accepter ces offres-là. Là. Moi, je dois avouer aujourd'hui, mon optimisme était à zéro. Là. Ah ouais, le cadran de l'optimisme, j'en avais les derniers jours, là, il est retombé à zéro complètement. Parce qu'hier, dans le fond, l'offre a été déposée. La rapidité avec laquelle ils ont dit non, ça m'a confirmé un peu ce que je craignais. Que les syndicats se sont mis en tête qu'ils vont obtenir... Ils ont demandé une vingtaine de %. Ils pensent qu'ils vont finir par obtenir ça. Fait que je vois pas de ce côté-là comment on pourrait se rejoindre, de un. Et de deux, ce matin, cette conférence de presse des quatre chefs de syndicats là, qui forment le Front commun, il y avait tellement de points. Là, écoute, on l'a présenté en direct là, durant mon émission, mais une litanie de points. Puis je dis pas qu'ils sont pas valables, mais là, en région, il y a ceci, les autres métiers spécialisés. Tu sais, t'écoutais ça, là, puis tu te disais, ouais, on n'est pas sorti du bois, là, pas pantoute, on n'est pas proche d'un règlement. Oui, puis ça, c'est pour le Front commun. Mais du côté de la FIC, il ne faut pas oublier qu'on en est encore à demander 24 % d'augmentation de salaire. Puis dans les fameuses offres différenciées, là, tu sais, où on donne plus à celles qui ont des quarts défavorables, moi, j'entendais la présidente de la FIC, Mme Bouchard, sur les ondes de Cube cet après-midi, et elle disait que son attente et ce qu'il réclame, c'est que les infirmières qui travaillent de fin de semaine soient payées 50 % de plus pour ces quarts de travail-là. On s'entend, si c'est ça le barème, là, on est pas mal loin d'un règlement. Oui. Cela dit, il y a parfois des images qui fournissent rapidement de l'inspiration aux caricaturistes. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire de celle-ci. Le ministre de l'Éducation, M. Drainville, qui s'est cogné le nez à une porte fermée à l'Assemblée nationale. Regardez ça. C'est le fun, hein? Je suis vraiment... Non, mais je trouve que le moment... Je suis pris. Je suis votre prisonnier. Êtes-vous déçu de la réponse des syndicats? On continue de négocier et on espère une entente. Et ensuite, il a croisé les manifestants de la FAE, la totale. On veut pas ça, être prisonnier des journalistes. Hein, non, Mario? mais il faut le dire qu'il l'a géré avec beaucoup de bon sens, d'humour. Je pense qu'il ne pouvait pas faire d'autre chose, le pauvre. Enfin, bref. On a le bonheur de ce temps-ci d'être entouré d'enfants au travail, mais avez-vous espoir que les jeunes vont retrouver leur classe d'ici Noël? Bien, on a de moins en moins de possibilités. Les scénarios où on reprend de l'école avant Noël, peut-être pour les écoles affiliées à la CSQ, là, quelques jours. Là, ils partent pour une semaine de grève. Pourrait peut-être revenir. Là, on voit le Front commun, ça finit le 14. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir 2-3 jours vraiment d'école? Dans le cas de la FAE, bon, ils ont soumis une contre-offre cet après-midi, mais moi, mettons, je le disais, je suis plutôt pessimiste. Dans ma tête, j'ai pas mal mis un X là, sur le plus gros de l'école d'ici Noël. Et j'en suis à me demander, mais qu'est-ce qui va arriver après Noël? Là? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Mettons qu'on se retrouve le 20 décembre. Là, parce qu'on est obligé de regarder ces hypothèses-là. Si on arrive le 20 décembre, puis on n'a pas de règlement, on n'a pas vraiment d'espoir de règlement, il n'y a rien qui bouge du côté syndical.
Qu'est-ce que fait le gouvernement? Est-ce qu'on accepte de dire, OK, ben la rentrée en janvier, la rentrée rentre pas, là, on recommence pas l'école en janvier? Je pense qu'il va y avoir un point de rupture, là. Souvenons-nous, on n'a pas beaucoup d'exemples. En 1983, c'est le dernier qu'on a. Après 3 semaines, comme genre demain, là, après 3 semaines de grève, le gouvernement du Parti québécois avait dit... C'est assez, c'est trop d'écoles manquées pour les enfants. Il était rentré avec une loi matraque qui serait même plus légale aujourd'hui selon les jugements de la Cour suprême, là, mais une loi matraque pour forcer, hors de tout doute, le retour au travail des enseignants. Mais le gouvernement ne semble pas du tout avoir ça à l'esprit. Il ne veut pas une loi spéciale présentement. Là. Non, on écarte ça. Cela dit, Emmanuel, il y a d'autres marrons sur le feu. Là. Ce projet de loi 15 là, qui va créer l'Agence Santé Québec à plus de 200 heures en commission parlementaire. Le gouvernement hésite à imposer le bâillon. Les libéraux ont proposé d'allonger de quelques jours la session. On écoute un extrait ensemble. Pourquoi M. Dubé voudrait terminer si rapidement avant les fêtes? Bien, je ne le sais pas. En fait, c'est comme si il était fatigué. Oui. Ben, mais le PQ est un peu tombé dans le panneau, là, tu sais, d'être le méchant qui dit non à revenir la semaine prochaine, quand, dans le fond, lui, il veut pas être pris à sanctionner un bâillon. Moi, je vais vous dire, je suis un peu mystifiée par l'urgence nationale d'adopter ce projet de loi maintenant. Je comprends que M. Dubé est plus capable. Je comprends que tout le monde est plus capable d'en parler. Mais c'est quand même un des plus gros projets de loi jamais déposés dans l'histoire de l'Assemblée nationale. On est en train de refondre au complet le réseau de la santé. C'est pas un mois qui va faire une différence sur le sort du réseau de la santé. Et la réalité, c'est que quand on veut aller vite et qu'on bâcle la fin de l'étude de ces projets de loi-là, il y a des erreurs qui se glissent. C'est pas nécessairement des erreurs de mauvaise foi, c'est juste au volume, là. À un moment donné, il y en a des coquilles, des erreurs pour pas... Il y a tellement de travail qui a été mis là-dedans. Pourquoi pas bien le faire jusqu'à la fin? D'accord avec ça, Mario? Non, pas tellement. C'est-à-dire que si je me mets dans la peau des gens, non, mais je me mets dans la peau des gens qui attendent une chirurgie, là. Tu sais, des gens qui attendent des soins. Puis je comprends que le projet de loi réglera pas ça comme ça, mais quand même, les gens se disent, tu sais, ça fait 1 an que tu étudies un projet de loi. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça aboutisse, il faut que ça accouche, il faut que ça se termine. Moi, j'aimais l'idée qu'on se dit, regarde, la semaine prochaine, on se concentre, on met beaucoup d'heures là-dessus, puis on conclut ça avant Noël. Et le PQ, tu sais, le PQ dit que les autres sont fatigués, mais c'est eux qui veulent plus siéger, là. Ça, là-dessus, à mon avis, le PQ s'est fait piéger, là. Oui, il reste 600 articles à étudier, imaginez. Enfin, on y reviendra. 7 décembre, journée de guignolée des médias, un moment de l'année plus important que jamais là, dans le contexte économique actuel. On n'a jamais autant parlé d'insécurité alimentaire. On y revient ensemble après cette courte pause. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Alexandre, tu me parles d'Astérix? Oui, parce qu'on partage ensemble une passion dévorante des BD belges, Mario, mais aussi peut-être de ces enchères là, démesurées qu'il y a sur toutes sortes de produits autour du globe. Et là, mais c'est une toile originale d'Albert Uderzo, donc le dessinateur des aventures d'Astérix, qui date de 1963, qui est censé être mise aux enchères dès dimanche à Bruxelles. Mais il y a un problème autour de tout ça. Mais là. qui représente quoi? C'est une scène de... C'est un dessin original de la couverture d'Astérix et Cléopâtre, là, où on voit Cléopâtre et son nez. Quel nez, qui est dessiné là, avec à ses côtés Astérix et Obélix. Ça doit, on dit, là, la valeur, là, c'est estimé pour se vendre entre 400 000 et 500 000 euros, là, quand même, pour cette toile-là, 32 par 17 cm. Et là, c'est que c'est le fils d'un homme qui est en train de vendre ça. Son père serait devenu le propriétaire il y a plus de 50 ans de la toile en question. C'est un don direct d'Albert Uderzo là, qui aurait été fait, donc il lui aurait remis la toile. Le problème, c'est que la fille d'Albert Uderzo, Mme Sylvie Uderzo, on se rappelle, le dessinateur est mort en 2020, elle dit que la propriété de la planche n'est pas valide et que ce serait une planche qui aurait été volée plutôt que donnée légitimement comme ça. Parce que, puis là, elle reprend avec ses avocats une phrase qu'aurait dite Albert Uderzo, qui a affirmé publiquement qu'il s'opposerait à la mise en vente de tout dessin ne comportant pas sa dédicace en disant « Tu me l'apportes, je la dédicace. » Donc, si je t'ai donné un dessin, je le prends, je le signe. À ce moment-là, c'est authentifié, sinon ça ne l'est pas. Le problème, c'est que la maison, la firme Millen en Belgique qui est en train de vendre justement cette toile-là aux enchères, mais elle dit, ça résiste pas à l'analyse de droit. Là. On peut pas prendre une phrase qui dit comme ça dans sa vie puis l'appliquer en disant que le dessin a été volé. Donc, on va aller de l'avant et on va le vendre. Et là, à ce moment-là, c'est toute une saga qui se déclenche depuis ces allégations-là. Parce que est-ce que la personne qui l'achète se met à risque de se retrouver dans des procédures judiciaires une fois qu'elle en est propriétaire? Parce que Sylvie Uderzo elle-même, ainsi que la veuve de M. Uderzo, Ada Uderzo, ont dit, nous, on
on va poursuivre. Là. Les gens, si quelqu'un acquiert cette toile-là, on va vous poursuivre vous aussi. Déjà que d'acheter une toile à 500 000 d'euros, c'est quelque chose. Si en plus, tu sais que ça va te coûter quelques milliers de dollars ou des dizaines de milliers d'avocats après. Oui, ça peut dissuader, mais l'homme, le fils donc de celui qui aurait reçu la toile, en preuve, a déposé une copie d'une photo en noir et blanc où on voit son père qui est à table avec le couple Uderzo dans le jardin d'un hôtel vers la fin des années 60. Donc, dire, qui pourrait correspondre avec la date de remise. Là. Qui pourrait correspondre avec la date de remise. Donc, lui allègue que c'est donc un don qui a été fait, que c'est un ami du couple, que c'est pour ça qu'il a reçu le dessin. Mais ça démontre à quel point c'est en vente à des prix de fou, tout ce qui touche la BD. Je rappelle qu'en février, un dessin original d'Hergé, l'auteur de Tintin, c'était une couverture de Tintin en Amérique, avait été adjugé pour 2,16 millions d'euros. Merci. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Il y a 400 000 Québécois de plus dans les banques alimentaires que le jour où il est devenu premier ministre. Ça fait mal à tout le monde, les augmentations du coût de la vie, mais il n'y a pas une province au Canada qui a fait plus que le Québec, puis de loin. De plus en plus de Québécois ne mangent plus à leur faim, on le sait. Hein? On voit les fils s'allonger dans nos bulletins chaque jour devant les banques alimentaires, qui ont d'ailleurs reçu un autre 8 millions du gouvernement Legault. Alors, inutile d'insister sur l'importance de la 23e guignolée des médias cette année, Emmanuel. Oui, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans les banques alimentaires, mais il y a aussi tout le reste de la population qui, objectivement, a des budgets plus serrés aussi à gérer, sans que ça les mène à aller aux banques alimentaires. C'est quoi le fruit de ça? C'est qu'en général, les gens ont tendance à moins donner cette année parce que leurs budgets sont plus serrés. Et c'est là que des grandes mobilisations comme celle-ci donnent l'occasion à ceux qui ne l'auraient pas fait, qui ont passé tout droit, de piger dans leur poche, de faire un peu leur part, justement, pour essayer de venir en aide à ces familles pour qui cette aide-là est absolument essentielle et salutaire. Ouais. C'est quand même incroyable quand on voit les chiffres, Mario. Ces banques-là, cette année, ont aidé chaque mois près de 10 de la population québécoise. Et ils ont distribué 2 fois plus de paniers de provisions qu'en 2019, là, si on prend cette année de comparatif. C'est quand même quelque chose. Oui. C'est une année particulière. Là. On vit ça une fois par 20, 30, 40 ans, une année d'inflation comme celle-là. On en voit les effets. Il faudra quand même se poser la question. Ça ne peut pas rester comme ça. Là. Je pense que les banques alimentaires doivent redevenir des derniers recours. Donc, ça ne peut pas rester comme ça. Il faudra se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec nos programmes? Quand on voit des gens qui sont sur le marché du travail, il faudra peut-être se questionner sur la fiscalité. Là. Combien ça coûte vivre au Québec? Qu'est-ce que le gouvernement fait augmenter comme prix par ses taxes et autres? Il y a tout un questionnement parce que, à mon avis, ça doit redevenir des derniers recours. Là. C'est pas normal que des gens qui travaillent se retrouvent aux banques alimentaires. Peut-être qu'on aura aussi un questionnement là, des groupes d'entraide de l'économie familiale. On a beaucoup d'obligations aussi aujourd'hui. Hein. On est abonné à toutes sortes d'affaires. Beaucoup de gens ont dit quand ils font leur budget, ils ont une série d'abonnements. On ne sait même plus à quoi on est abonné. Des affaires qui passent à tous les mois. Alors, est-ce qu'il y a des gens, quand tu vas à la banque alimentaire, techniquement, tu aurais dû faire complètement le ménage de ton budget. Mais on vit dans une vie qui n'est pas facile en 2023. Là. Quand tout à coup, les prix se mettent à monter, c'est pas facile pour les gens de gérer leur budget non plus. Oui, puis ça promet, là, parce qu'on parle de l'année prochaine, là, un bon de 700 $. La facture va être encore plus salée. Et voyez un petit peu là, comment ça se détaille, boulangerie, produits laitiers, fruits et viandes, des produits dont tout le monde a besoin. Là. Et ce dossier-là du coût de la vie, il n'y a pas qu'ici qui fait mal aux élus, hein, parce qu'on voit le même impact sur d'autres leaders, comme par exemple Joe Biden aux États-Unis. Là. Le taux d'insatisfaction à son égard est fait en partie de cette insécurité, là, de la colère qui est liée, non? Oui, parce que la réalité, c'est que même, puis ce qui est assez remarquable aux États-Unis, c'est que l'économie va relativement bien là-bas. Et généralement, quand l'économie va relativement bien, les gouvernements s'en sortent bien. Mais comme les gens ont de la difficulté avec les éléments les plus essentiels dans leur vie, l'épicerie,
le logement, etc., bien, les gens ont l'impression que l'économie va mal, ont l'impression que c'est pire qu'avant et ont l'impression que c'est pire que ce ne l'est actuellement aussi. Et donc, ça contribue, moi, je pense, à ce ressac contre les gouvernements. Puis quand on ajoute là-dessus les braises d'un populisme débridé et de mauvaise foi, comme celui qu'on voit du côté du Parti républicain aux États-Unis, ben, on a ce genre de résultat. Oui. Mario, un dernier mot là-dessus? Ben, c'est pas d'hier. Hein. Récession, inflation, tous les facteurs économiques qui viennent frapper, là, avoir un impact direct sur le portefeuille, sur la vie des gens. Même quand le gouvernement, c'est pas de sa faute, même quand c'est un phénomène mondial, on a toujours dit, électoralement, politiquement, le monde va finir par chercher un coupable. Et souvent, là, c'est peut-être un peu ce qui rassure François Legault, de savoir que Justin Trudeau va passer en élection avant lui. Parce que des fois, j'ai déjà entendu les leaders dire les gens vont se défouler sur l'autre, ça va calmer un peu la grogne pour moi qui passe après. Mais c'est bien réel. Les gens veulent se défouler, veulent trouver un coupable. Et c'est pas facile. Il y a des gouvernements qui s'en sortent, mais c'est pas facile pour les gouvernements de garder la confiance populaire dans des pareilles tempêtes. Là. C'est central dans la tête de bien des gens. Alors, vous en êtes très bien sortis à deux, mais on va quand même retrouver notre collègue Paul dès lundi. Merci, bonne soirée. Très bien, au revoir. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. C'est ce qui conclut cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise